Good morning, everybody. Bonjour à tous. Bienvenue au Salon EPEJ pour cette table ronde qui est dédiée à un sujet qui est passionnant, qui est aussi complexe. C'est le sujet de l'or. Mais c'est aussi un sujet qui nous concerne tous, puisque évidemment l'or est utilisé dans beaucoup de fabrications, de procédés, dans les montres, dans la bijouterie, la joaillerie, mais également dans de nombreux appareils très simples qui sont tous nos iPhones, qui contiennent une partie de l'or. Donc c'est un sujet assez grand public et à la fois un sujet qui mérite une attention. C'est un sujet qui est vaste. Nous n'allons pas aborder toutes les thématiques liées à cet or. Nous allons aborder la question de l'or qui est extrait des mines artisanales. Aujourd'hui, les mines artisanales, c'est entre 30 et 40 millions de personnes qui extraient de l'or de manière artisanale, des petites mines, des individus. Ça nourrit environ une centaine de millions de personnes dans le monde. Et pourtant, cet or, aujourd'hui, pose aussi problème, puisqu'on sait que la plupart de ces mines sont des mines qui ne sont pas formalisées. C'est des questions qui sont liées à l'utilisation de mercure, le travail des enfants, les droits humains, des questions de contrebande également. Donc ce sont des problématiques qui sont importantes, mais des solutions existent. On a des solutions pour avoir des filières de l'or qui sont traçables, qui sont responsables, qui sont durables. C'est un petit peu de cette problématique que nous allons traiter aujourd'hui et nous poser la question à travers une solution très simple qui existe, qui va être exposée aujourd'hui, mais de savoir dans quelle mesure on peut augmenter la quantité d'or durable dans le monde, sachant qu'aujourd'hui, l'or artisanal, ça représente environ 20% de l'or extrait à travers le monde. Donc, comment est-ce qu'on peut accroître cette part d'or durable qui vient ici dans les filières en Europe et en Suisse? Comment est-ce qu'on peut améliorer ce système? Quel est le prix de cet or? Est-ce qu'on est prêt à payer plus pour de l'or qui soit durable, traçable, transparent, qui est ségrégué quand il est affiné? Et ce sont ce type de questions que nous allons aborder aujourd'hui dans cette table ronde. Évidemment, on va aussi poser la question quel est le rôle de la finance pour pouvoir améliorer cette situation? Comment se positionnent les grandes marques horlogères dans la matière? Et finalement, comment nous, les consommateurs, pouvons-nous aussi être impliqués et être attentifs à avoir de l'or responsable quand on achète des bijoux ou quand on achète de la joaillerie? Donc ce sont ce genre de questions que nous allons aborder aujourd'hui. Et pour ça, j'ai 5 experts qui sont tous impliqués d'un titre ou un autre dans le domaine de l'or. Nous avons en premier lieu Diana Herculelas, qui est le CEO de la Swiss Better Gold Initiative. Et vous allez voir, c'est un modèle durable qui a été développé en Suisse, mais elle expliquera ça dans un petit moment. Nous avons Frédéric Davance, qui est responsable d'un fonds d'or, donc qui est depuis quelque temps a déconstitué finalement de l'or durable dans ce fonds. Donc c'est intéressant de savoir comment lui voit cette perspective, quel est le rôle de la finance. Nous avons Léo Daguet, qui est chef du développement durable chez LVMH, la division joaillerie et horlogerie, exactement, qui nous expliquera un petit peu la perspective des grandes marques horlogères, pourquoi pour elles c'est important d'être associé à cet élément-là. Antoine de Montmolin, qui représente le secteur des affineurs, qui est le CEO de Metalor à Marin-Neuchâtel, et qui est également le vice-président de l'Association des affineurs suisses. Et finalement, Marc Hummel, qui est responsable des matières premières chez Swiss Aid et qui vient de sortir un rapport assez fourni et intéressant sur l'or d'origine africaine et qui permettra aussi de mieux comprendre ces problématiques à partir d'exemples concrets. Voilà, la première partie de cette intervention, ce sont quelques présentations pour vous donner les chiffres et les éléments clés. Et j'aimerais juste encore préciser que nous avons une partie questions-réponses à la fin. And finally, for those who don't understand French, I would just like to mention that we do have earphones, and that is all translated in English. So please, if you don't understand French, please feel free to take some of these earphones. To start with, I would like to ask Antoine de Montmolin to give us a little bit of an overview of the importance of gold in Europe, in Switzerland in particular. Mais je vous donne la parole en français, évidemment.
Oui, donc l'idée, c'est, avant de commencer, de vous donner un petit peu le contexte, vous donner quelques chiffres. Je ne vais pas vous abreuver trop de chiffres parce que probablement en sortant de cette conférence, vous n'en rappelez plus, mais au moins 2-3 chiffres clés qui me paraissent importants pour un peu cibler le débat. Donc quand on parle de production d'or mondiale, on parle de 4800 tonnes, 4900 tonnes d'or. Ils sont répartis de trois manières. La plus grande partie, c'est les mines industrielles, qui représentent à peu près 2900 tonnes, suivi des déchets, ce qu'on appelle déchets ou or recyclé, pour 1200 tonnes, à peu près 25%. Et puis le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, les mines artisanales pour 15%, qui représentent, c'est une estimation, 20% des mines industrielles. Juste pour vous donner comme une idée, mine industrielle, quand on dit mine industrielle, le plus gros producteur au monde de mine industrielle, c'est la Chine, hein, largement en tête. Après, vous avez la Russie, l'Australie. En 7-8e position, vous avez le Ghana, qui est le premier pays africain. Et puis en Amérique latine, vous avez le Pérou, après, qui suit le Ghana. Quand on parle d'or recyclé, alors c'est surtout l'Asie du Sud-Est. Hein. On parle d'Inde, de Chine, de Thaïlande. C'est les gros producteurs d'or recyclé liés directement à la bijouterie. Et puis vous avez également les mines artisanales où on en parlera un peu plus longuement, mais c'est avant tout pour plus de la moitié l'Afrique et aussi également l'Amérique du Sud et centrale et un peu l'Asie également. J'aimerais juste encore dire quelque chose avant de passer au prochain slide, c'est que le monde de l'affinage, de manière générale, a trop de capacités. Il y a trop de capacités d'affinage dans le monde comparé à l'offre, à ces 4800 tonnes. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une très grosse concurrence sur le marché pour affiner cet or. Et que pour vous donner une ordre d'idée, j'aimerais bien que vous rappeliez ça, un affineur pour affiner, pour offrir un service d'affinage, mettons du doré, ce qu'on appelle du doré minier, qui c'est de l'or et de l'argent, donc relativement des matériaux simples à traiter, il facture 30 francs le kilo, hein, 1$ l'once, et ça c'est le maximum. Hein, ça c'est actuellement le prix est même encore un peu plus bas. Donc si vous voyez 1 kilo d'or, c'est dans les 68 000, 70 000 francs, et l'affineur comme chiffre d'affaires, hein, ce qu'il va facturer pour affiner ceci, on parle d'une trentaine de francs le kilo. Juste pour mettre un petit peu une perspective du travail des affineurs. Si on passe au prochain slide. Alors la demande, hein, donc vous avez vu l'offre, à la demande 4400 tonnes, donc on voit qu'elle est légèrement en dessous de l'offre. Alors bien sûr, la plus grosse demande vient des bijoux, hein, l'horlogerie, et là donc c'est avant tout les gros consommateurs et fabricants, c'est la Chine, l'Inde, la Turquie. Et puis ensuite nous avons tout ce qui est banque centrale. Vous savez que nous faisons beaucoup de travail de conversion pour les banques centrales. Ils nous envoient des lingots qui sont plus d'actualité, hein, qui sont plus selon les certifications actuelles. Donc, on doit les transformer en ce qu'on appelle en lingots LBMA, certification London Bullion Market Association. Ça, c'est un gros travail. La plus grosse banque centrale au monde qui possède le plus d'or, c'est les États-Unis largement, hein, suivi par l'Allemagne, le FMI. Pour vous donner aussi une idée, la Suisse est en 8e position avec plus de 1040 tonnes d'or à la BNS. Ce qui explique aussi quand ils annoncent leurs résultats à la BNS, vous avez des grosses fluctuations des résultats. C'est souvent aussi lié à la fluctuation du prix de l'or. Et puis, il y a une partie importante des technologies, ça ne représente que 7%, mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est toute la partie des plaquages qu'on utilise dans l'électronique, hein, semi-conducteurs, connecteurs, aussi dans la bijouterie, etc. Et c'est vrai que c'est des éléments essentiels. Vous seriez étonné le nombre d'applications où on trouve des métaux précieux. Il n'y a pas que l'or, hein, l'argent, le platine, palladium également, et d'autres métaux précieux comme le rhodium. Sans ces métaux précieux, il n'y a pas grand-chose qui fonctionnerait dans ce monde. Alors 7%, pourquoi si peu? C'est parce que le plaquage qui est mis sur l'électronique est tellement fin que en quantité, ça ne représente pas grand-chose. Si on passe au slide suivant. Alors voilà la chaîne de valeur et vous voyez tous les acteurs. Donc on a parlé des déchets,
On a parlé des mines. Alors, il y a 3 types de mines. Hein. On reviendra plus tard. Ce qu'on appelle LSM, c'est Large Scale Mine. SSM, Small Scale Mine. Et ASM, Artisanal Scale Mine. On reviendra. Et puis, également, tout ce qui est lingots d'investissement, surtout, comme je vous ai expliqué, avec les banques centrales et des transformations de barres, de lingots en lingots d'investissement. Et puis tout ça, c'est envoyé à un affineur qui va faire une transformation et qui, après, va livrer, une fois terminé cet affinage, les banques centrales, les banques, les investisseurs institutionnels, l'industrie de l'horlogerie, l'industrie chimique. Donc, c'est vrai que vous voyez ici que l'affineur joue un rôle essentiel, est au centre de la chaîne de valeur. Un point à mentionner, c'est que de plus en plus, les acteurs, surtout à la fin, hein, donc les acheteurs de l'or, souhaitent une meilleure traçabilité. Et la plupart des affineurs offrent maintenant de l'affinage ségrégué. C'est-à-dire que si vous voulez d'une mine bien spécifique, vous allez affiner avec un réacteur spécifique ce déchet pour pouvoir l'offrir après au client final. Et donc, c'est une certitude pour l'acheteur final que cet or, l'origine, est confirmée. On peut le faire également pour de l'or recyclé, on peut le faire pour l'or artisanal, on le verra plus tard aussi avec Swiss Better Gold. Il y a une possibilité de traçabilité de 100% de l'extraction de l'or jusqu'au produit final pour le client final. Si on continue au prochain slide. Alors, ça, c'est un petit peu toutes les principales préoccupations de l'industrie et des ONG et de la société civile de manière générale. Alors, effectivement, vous voyez toute la problématique énergétique, mais pas seulement. Et je dirais que les points principaux qui ressortent, les plus importants, c'est la transparence grâce à la traçabilité et l'activité transparente et éthique. C'est vrai que c'est un sujet très important. Et là, la problématique, c'est que vous devez trouver un compromis entre le secret d'affaires, parce que c'est clair que l'affineur, quand il travaille avec des mines et des clients, il n'a pas forcément envie de donner publiquement toute la liste de ses clients, sachant que la concurrence mondiale est importante. Donc il y a un secret d'affaires, et puis d'un autre côté, une demande du public d'avoir plus de transparence. Et donc il y a plusieurs solutions qui sont envisagées, on en débattra probablement plus tard, mais il y a quand même une prise de conscience générale que les affineurs doivent montrer plus de transparence, notamment en collaboration avec le bureau central des métaux précieux, pour avoir une entité séparée qui assurerait la légitimité de la provenance de l'or. Voilà, si on passe au slide suivant. Alors, quel type d'or? Alors, ça, c'est des codes douaniers. Hein. Vous avez 911, ça, c'est ce qu'on appelle or extrait, donc c'est du doré minier. Vous voyez que c'est la plus grande partie. Ensuite, en 912, ça, c'est de l'or qui fait au moins un titre de 99,5. Souvent, donc, l'or que vous trouvez sur le marché fait ce qu'on appelle du 4,9, 9,999. Et donc, il est envoyé à un affineur pour être transformé en 4,9. 913, c'est plutôt utilisé dans le monde bancaire. C'est des échanges entre banques. Et puis, une petite partie, c'est moins de 99,5. Ça, on parle effectivement avant tout de déchets électroniques qui sont à bas titre. Et si on continue au prochain slide, je crois que c'est le dernier slide, et ça, je pense que c'est important aussi de le mentionner. Vous avez souvent lu dans la presse que l'or affiné en Suisse représente 70% de l'or mondial. C'est une affirmation qui est fausse. Et le SECO donc, a fait une étude, a regardé toutes les statistiques, tous les mouvements. La production mondiale, comme on l'a vu auparavant, est d'à peu près 4700-4800 tonnes. Et l'affinage en Suisse représente 1600 tonnes. Donc ça représente 34%. Donc quand on dit 70% de l'or qui est affiné en Suisse, c'est une affirmation qui est erronée et elle ne vient pas des affineurs. Elle vient du SECO. Alors merci à l'avenir de vous rappeler plutôt d'un chiffre de 30%, d'un tiers, plutôt que de 70%. Je tiens aussi à préciser qu'au niveau de l'or minier, c'est encore plus bas. Quand on parle de l'or minier affiné,
on est de l'ordre de 16% qui est affiné en Suisse par rapport à la totalité mondiale. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup Antoine. On aura l'occasion de vous entendre tout à l'heure. On va parler effectivement de l'or artisanal. Et pour vous donner également quelques éléments de contexte, je vais demander à Marc de nous donner ces éléments-là qui permettra un petit peu de rentrer plus sur cette problématique particulière et les problèmes liés à l'or artisanal. Oui, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour l'invitation aussi à participer à ce panel. Donc, je vais juste vous présenter brièvement quelques chiffres sur l'or artisanal, mais aussi sur les défis liés à ce secteur. Donc, l'or artisanal a vraiment aussi deux côtés. Je dirais, on parle beaucoup des risques, mais il y a aussi des opportunités, notamment en termes d'impact socio-économique de ce secteur. La production totale au niveau mondial, elle est difficile à estimer. Avant, on voyait un chiffre d'environ 700 tonnes. Là, on a les chiffres de Metal Focus qui parlent d'un peu moins de 800 tonnes. Nous, dans les chiffres qu'on a trouvés justement dans notre étude sur l'or africain, on arrivait déjà à plus de 600 tonnes juste pour le continent africain. Donc je dirais qu'on est aujourd'hui au niveau mondial entre 800 et 1000 tonnes de production chaque année. Et vous voyez sur le graphique à droite que le continent africain représente environ plus de 2/3 en tout cas de la production artisanale et à petite échelle au niveau mondial. Il faut toujours faire attention à différencier au niveau artisanal entre l'activité non formelle et l'activité illégale ou criminelle. Je pense que ce n'est pas la même chose quand on parle d'exploitation artisanale dans des petites mines, dans une région par exemple en Guinée, où c'est plus une activité non formelle, et quand on compare avec, je ne sais pas, de l'extraction illégale dans la zone des Yanomami par exemple en Amazonie, fait par des garimperos, où là c'est vraiment une activité qu'on pourrait qualifier de criminelle. Donc il faut toujours faire attention à différencier les deux. Ensuite, il y a aussi ces deux côtés, où d'un côté, il y a les pires violations qui sont commises dans ce secteur, que ce soit en termes de travail des enfants, de travail forcé, mais c'est aussi une source de revenus vraiment importante pour des millions de personnes, puisque quand on regarde l'impact socio-économique de ce secteur, il y a entre 20 à 25 millions de mineurs artisanaux qui travaillent dans ce secteur et qui font vivre entre 100 et 150 millions de personnes dans le monde. Donc il y a évidemment une nécessité de s'engager avec ce secteur, puisqu'aujourd'hui on voit que moins de 1% de l'or artisanal et à petite échelle africain est importé par les raffineries LBMA, donc par les 70 raffineries de la London Bullion Market Association. Et on voit aussi qu'au niveau suisse, il y a seulement 18 tonnes d'or artisanales qui sont importées. C'est le chiffre de 2021 de la LBMA, mais en réalité ce chiffre est beaucoup plus élevé, puisqu'on sait pertinemment qu'il y a de l'or artisanal qui arrive en Suisse sous forme d'or déjà raffiné, en particulier des Émirats arabes unis. Donc il y a aussi un grand problème de traçabilité par rapport à ça. Par rapport aux défis et aux problèmes dans l'extraction et dans le commerce de l'or, donc si on regarde juste l'extraction, on a souvent tendance à voir le problème qu'au niveau des mines artisanales, alors qu'il y a aussi évidemment des graves problèmes au niveau des mines industrielles. Au niveau de ces mines à large échelle, il y a notamment les graves problèmes de pollution de l'eau, des terres, notamment avec l'utilisation du cyanide, la problématique de l'expropriation des terres, des déplacements forcés des populations, d'atteinte à la santé non seulement des employés mais aussi des populations environnantes ou des communautés locales. On connaît aussi plusieurs cas où ces grandes compagnies minières ont été impliquées dans des cas de corruption, où les gardes armés ont été aussi impliqués dans des violences ou des viols par rapport aux populations environnantes. Ensuite, au niveau des mines artisanales, il y a aussi évidemment des graves problèmes de pollution dus à l'utilisation du mercure, la problématique du travail des enfants, du travail forcé, les conditions de sécurité défaillantes. Il y a aussi fréquemment des accidents, des éboulements, et aussi évidemment les problèmes d'atteinte à la santé. Donc il y a d'une part le problème les problèmes au niveau de l'extraction, et d'autre part le problème aussi au niveau du commerce, avec le fait que certains groupes armés contrôlent certaines mines artisanales ou prélèvent des taxes au moment de la commercialisation de cet or, tout le défi évidemment du blanchiment d'argent et des flux financiers illicites, donc cet or qui n'est pas déclaré à l'exportation et qui contribue à des pertes de revenus pour les États producteurs. Et un grand risque aussi qu'on voit dans le commerce de l'or, c'est le fait que les chaînes d'approvisionnement sont devenues de plus en plus complexes, avec énormément d'intermédiaires, et ce qui fait qu'aujourd'hui on a souvent tendance à dire qu'on s'approvisionne en or recyclé, et on a évidemment aussi un problème avec cette définition
de l'or recyclé, qui est aujourd'hui beaucoup trop large et où on sait pertinemment qu'il y a de l'or aussi artisanal qui est vendu sous forme d'or recyclé. Donc vous pouvez avoir de l'or artisanal qui est extrait dans une mine au Mali et qui 3 jours après sera, en passant par exemple par les Émirats Arabes Unis, la Turquie, Hong Kong ou l'Inde, sera vendu comme de l'or déjà raffiné ou de l'or recyclé 3-4 jours plus tard. Donc il y a évidemment la nécessité d'agir à différents niveaux. Une, c'est d'augmenter le devoir de diligence. On voit qu'il y a des graves lacunes aussi dans les standards de l'industrie, notamment au niveau du RJC, du Responsible Jewelry Council, mais aussi au niveau de la LBMA, de la London Bean Market Association. Et c'est aussi pour cette raison que certains États ont commencé à légiférer dans ce domaine. On a vu au niveau européen avec la législation sur les minerais de conflit, on l'a vu aux États-Unis, on le voit aussi aux Émirats Arabes Unis maintenant, et ça arrive aussi en Suisse puisqu'il y a une réforme en cours au niveau de la loi sur les douanes en Suisse qui concerne plus précisément la loi sur le contrôle des métaux précieux. Donc on espère aussi que la Suisse va s'aligner sur le guide de référence de l'OCDE sur le devoir de diligence. Ensuite, il y a le problème de la traçabilité, en particulier pour aussi les entreprises qui sont en fin de chaîne d'approvisionnement. On voit trop souvent le fait qu'ils s'arrêtent au niveau de la raffinerie et qu'ils ne savent pas au final d'où vient leur or. Donc c'est toute la question de la ségrégation, de la traçabilité, d'aller au-delà de la raffinerie pour connaître vraiment d'où vient cet or. Et le problème aussi qu'il y a beaucoup de raffineries qui ne s'approvisionnent pas directement à la source de l'or, c'est-à-dire où l'or a été extrait ou alors où l'or est entré sur le marché. On a aussi souvent tendance à voir ça dans le secteur, que des gens prennent une liste de pays, notamment ce qui se fait au niveau de l'Union européenne, par une liste qui est faite, ce qu'on appelle une cara list, donc c'est une liste de pays où il y a des conflits, et ils veulent juste éviter de s'approvisionner en or de ces pays, mais on ne va pas résoudre le problème en faisant ça, et pour nous, il n'y a pas de bon ou de mauvais pays, puisque le risque d'avoir de l'or des conflits ou de l'or d'origine douteuse, vous pouvez le trouver n'importe où, notamment aussi en Suisse. Donc il y a la nécessité de faire un devoir de diligence au niveau des fournisseurs et pas uniquement au niveau des pays, et vraiment de s'approvisionner à la source de l'or. Et ensuite, il y a évidemment toute la question de la transparence. On entend beaucoup de choses aussi au niveau du secteur, qu'il y a de plus en plus de transparence. Mais on a parfois une interprétation différente de ce qu'on entend sous transparence. Et je crois que le monde a changé. Il y a de plus en plus d'informations qui sont aujourd'hui disponibles. Et je pense qu'il est vraiment temps aussi que le secteur devienne beaucoup plus transparent, et notamment aussi au niveau de la transparence au niveau des fournisseurs. On sait qu'il y a des discussions dans le secteur. On sait que certains raffineurs sont prêts à être beaucoup plus transparents. Donc on espère vraiment maintenant que ça va changer, qu'il va aussi y avoir ça, parce qu'au final, je pense que ce serait aussi un bienfait pour tout le monde, puisque la transparence augmente la responsabilité, et qu'il y a aussi énormément d'entreprises aussi en fin de chaîne d'approvisionnement qui font beaucoup de bonnes choses, mais pour s'assurer que leur approvisionnement soit propre, le meilleur moyen de le faire, c'est d'être transparent par rapport à ce qui est fait. Donc je pense que c'est un élément très important. Ensuite, au niveau de l'or artisanal, les différentes mesures, c'est évidemment de formaliser le secteur, ne pas le criminaliser ou se désengager, puisque tôt ou tard, les gens qui veulent éviter cet or, il finira aussi par arriver dans leur chaîne d'approvisionnement. Donc la nécessité de s'engager avec ce secteur et de ne pas simplement aussi attendre, c'est ce qu'on voit aussi parfois auprès d'entreprises en fin de chaîne d'approvisionnement qui attendent simplement qu'on leur livre de l'or propre, mais on sait à quel point c'est aussi difficile. Donc de la nécessité aussi de leur part de s'engager. Et à la fin, on se rend compte aussi que c'est une responsabilité partagée. D'un côté, évidemment, les acteurs étatiques, entre les producteurs et les exportateurs, mais aussi les États importateurs. La responsabilité du secteur privé, en amont de la chaîne, en aval de la chaîne, mais aussi au niveau des raffineries qui sont justement au milieu. La responsabilité évidemment clé du secteur financier, notamment dans le préfinancement de toute cette activité, mais aussi dans l'achat, notamment aussi avec le paiement de la prime au niveau de l'or artisanal. Et nous, en tant que société civile, on a aussi évidemment une responsabilité à jouer ici. Et juste pour finir... Je m'excuse, c'est juste pour la traduction, ça va un petit peu vite. Excusez-moi. Parce que... Voilà, merci. Aussi au niveau artisanal, la nécessité d'avoir une meilleure coopération entre les standards et les initiatives. On a eu qu'il y a parfois malheureusement aussi des tensions entre certains standards ou certaines initiatives, donc la nécessité de mieux coopérer et aussi de travailler directement avec les mines artisanales et pas seulement avec les mines à petite échelle. Et je terminerai juste avec certains chiffres justement de l'étude qu'on a publiée fin mai, donc il y a quelques jours. C'est une étude où on a cherché des chiffres pendant 3 ans sur les flux d'or en Afrique.
Et on arrivait justement à ces estimations sur la production non déclarée sur le continent africain qui se situe entre 320 tonnes et 470 tonnes. Et aussi sur les chiffres de la contrebande. Donc on a fait une analyse croisée entre les chiffres de la production, de l'exportation et des importations des pays partenaires. Et on est arrivé à cette conclusion qu'il y a plus de 435 tonnes d'or qui sont exportées en contrebande chaque année en Afrique. Et si on prend le prix de l'or au 1er mai, on arrive à une quantité de 30 milliards. Donc ce qui fait que vous avez chaque jour plus d'une tonne d'or qui quitte le continent africain sans être déclarée. Donc au prix de l'or d'aujourd'hui, ça représente plus de 65 millions de dollars chaque jour. Donc on voit là qu'il y a vraiment un immense problème. Plus de 90% de cet or est acheminé aux Émirats Arabes Unis. Et on sait que la destination finale des Émirats Arabes Unis, c'est évidemment notamment la Suisse, mais aussi l'Inde, la Turquie et Hong Kong. Il faut savoir que la Suisse, dans les 5 dernières années, c'était les Émirats Arabes Unis étaient parmi les 2 plus gros exportateurs d'or vers la Suisse. Donc il y a évidemment le risque que cet or de contrebande arrive en Suisse. Et c'est aussi, ça a été assez édifiant aussi de voir que la contrebande d'or en Afrique a plus que doublé entre 2012 et 2020, donc là, en 2022. Donc il y a vraiment là aussi un phénomène préoccupant. Et on a aussi justement vu, je conclurai là-dessus, sur le fait que plus de la moitié de l'or qui est extrait en Afrique est de l'or artisanal. Donc il y a vraiment des millions de personnes qui dépendent de ce secteur et d'où la nécessité de s'engager avec eux. Merci. Merci beaucoup, Marc, pour ces explications et ces détails. Je crois qu'il y a une phrase que je retiendrai, c'est qu'il faut formaliser et pas criminaliser. Je crois que ça, c'est un petit peu l'enjeu du débat aujourd'hui. Et c'est dans ce sens-là qu'on va donner la parole à Diana, puisqu'elle va vous expliquer un modèle vertueux qui a été mis en place il y a une dizaine d'années, celui de la Swiss Better Gold Initiative, et qui vous permettra de comprendre comment un modèle vertueux peut être mis en place. Et donc, voilà, Diana. Merci. Alors, c'est clair que c'est difficile. Et après ce que vous venez d'entendre, ça peut même paraître impossible de s'engager dans des chaînes d'approvisionnement traçables, responsables et des chaînes d'approvisionnement dont vous pourriez être fiers, puisqu'on est dans un salon de l'industrie, pour l'industrie. Et donc, vous êtes finalement les utilisateurs de cet or-là. Donc, moi, j'ai quelques slides à vous présenter pour vous montrer un modèle que nous, on exerce, on utilise depuis 2013. On a développé ce modèle en collaboration entre la Confédération suisse, donc le SECO, et les représentants de l'industrie suisse. Donc on a un double ancrage et par rapport à l'engagement du SECO dans l'initiative et par vraiment la force et l'engagement des représentants de l'industrie qui font partie de l'association, la Swiss Better Gold Association, qui ont créé cette association justement pour adresser les problématiques de l'or artisanal et à petite échelle, pour améliorer, en tant qu'industriel, faire une contribution pour améliorer ces conditions-là, et ensuite les engager, les incorporer dans leur chaîne de valeur. Parce qu'on pense que c'est important que si on leur demande à ces petits producteurs de s'améliorer, que leur travail d'amélioration il soit reconnu et cet or-là, il ait une valeur ajoutée sur le marché. Donc, pas juste améliorer pour s'améliorer et ensuite on va leur taper sur l'épaule et dire bravo, mais qu'ils aient une vraie place dans ces chaînes d'approvisionnement. Et au lieu de devenir des producteurs anonymes, ils deviennent des fournisseurs de l'industrie. Et ça, ce changement-là, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et vraiment, on travaille sur la création de ces chaînes de valeur courtes et transparentes. Comme il disait Marc, les chaînes de valeur, les chaînes d'or, elles sont imbriquées, elles sont complexes. Donc notre travail à nous, c'est de les créer les plus courtes et les plus transparentes possibles et que chaque utilisateur, il ait sa mine, il la connaît, la source de son or. Donc voilà, c'est un partenariat public-privé. Nous avons commencé notre travail au Pérou, puisque voilà, Pérou, c'est un grand producteur d'or tout court et de l'or artisanal et à petite échelle. Donc on avait commencé là. Ensuite, on s'est répandu sur la Colombie, la Bolivie. On a quelques nouveaux pays dans le scope qu'on voudrait explorer. Maintenant qu'on a
fonctionné avec ce système-là pendant 11 ans, on pense qu'il est temps de montrer, de tester notre système ailleurs, notamment en Afrique, puisque l'or africain, la quantité de l'or produit par des mines artisanales en Afrique, elle est très importante. Et maintenant que nous avons cette maturité, on espère de pouvoir s'exporter aussi, de travailler en Afrique. Donc, si on passe à la prochaine slide. Voilà, ça c'est les membres de l'association. Comme je disais, vraiment notre force, c'est le fait qu'on représente l'industrie de l'or suisse. On a été vraiment créé par les 3 premières marques et petit à petit ça grandit. Entre-temps, on a ouvert notre membership à des marques non suisses, à des utilisateurs non suisses. Mais voilà, vraiment l'idée était que chaque membre qui s'engage, il s'engage activement. Et derrière chaque membre, il y a des chaînes de valeur qui s'engagent, ils achètent de l'or artisanal. Donc, c'est parce qu'on est convaincu que c'est par cet acte d'achat et de la reconnaissance de ce producteur-là qu'on peut vraiment les intégrer valablement dans les chaînes de valeur transparentes. Si on passe à la prochaine slide. Donc, voilà. Collectivement, on a essayé de développer une approche pragmatique. Collectivement, entre les membres, on a réfléchi à quels sont les critères que ces producteurs devraient respecter pour qu'eux, en tant qu'acheteurs, ils puissent acheter ce or-là en toute confiance. Donc ça, ce sont les différents critères qu'on a définis en termes social, environnemental et de gouvernance. Et puis, deuxième chose qu'on a fait, et c'est très important aussi pour ce secteur-là, on les a mis sur une sorte d'escalateur d'amélioration continue. Parce qu'on pense qu'on ne peut pas viablement atteindre, espérer qu'un producteur qui peu formalisé, avec peu de moyens financiers, avec une toute petite structure. Souvent, ces mines-là, c'est 2-3 personnes. Ils n'ont même pas un comptable. Donc, voilà, ils sont vraiment des mini-structures. Qu'ils puissent remplir toutes ces différentes expectatives de downstream, qu'on pourrait dire, d'un seul coup. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on les accompagne pas à pas, petit à petit. Et il s'agit vraiment d'accompagnement. Parce qu'on a des équipes sur le terrain. On a aujourd'hui, entre la Colombie et le Pérou, une vingtaine de personnes sur place. C'est des ingénieurs des mines, c'est des gens qui ont un background dans le social, dans l'environnement, des ingénieurs environnementaux, donc qui ont la compétence nécessaire pour accompagner cette transformation. Parce que les mineurs, oui, bien sûr, l'artisanal, il utilise beaucoup du mercure. Il y en a beaucoup qui l'utilisent par simplicité, parce que c'est une opération illégale et c'est des productions éphémères. Mais ceux qui sont formalisés et qui souhaitent s'améliorer, souvent, la première question qu'ils vont vous poser, c'est de dire comment je sors du mercure. Aidez-moi, enseignez-moi de sortir de là. Donc, et c'est ça la force de la Swiss Better Gold, c'est qu'on a une équipe sur place qui peut accompagner cette transformation avec cette assistance technique. Et puis, si on va à la prochaine slide. Oui, juste par rapport au scope aussi, une fois de plus, on a essayé vraiment de travailler sur un scope très large. Et on travaille avec des artisanaux, des orpailleurs. En Colombie notamment, on en a 3000. On travaille avec des mines toutes petites, artisanales, 3, 4, 5 ouvriers, avec une production de 1 à 2 kilos par mois. C'est principalement le cas en Colombie, par exemple. Et ensuite, on a d'autres mines qui sont plus grandes. C'est ce qu'on appelle le small scale mining ou semi-industrial mining. Donc, on travaille vraiment avec tous ces différents scopes. Et aujourd'hui, on a encore de nouveaux plans, de nouvelles chaînes de valeur en développement avec de nouvelles configurations. Parce que finalement, on se rend compte qu'on trouve du ESM à peu près partout. Dès que vous avez une mine, même si elle est grande, dans son entourage, sur sa concession, dans son environnement immédiat, sous son influence, il y a souvent des petits producteurs. Donc le filon, il ne va pas s'arrêter juste à la
frontière de la concession. Donc on voit souvent ces imbrications. Donc nous, ce qu'on souhaite faire, c'est aussi d'aider ces artisanaux qui sont à l'intérieur de la concession d'une grande mine pour s'améliorer dans leurs pratiques. Et ça, d'ailleurs, ce tort-là artisanal, il passe dans les statistiques de leur large-scale mining. Donc ça, c'est typiquement des statistiques, des chiffres qui ne sont même pas vus. Et nous, on voudrait donner la visibilité à ces producteurs-là. On a aussi un travail avec ce qu'on appelle les processing plants qui est en cours. Donc ça, c'est la LBMA les appelle les intermediary refineries. Ça pourrait être l'équivalent des coopératives de l'huile d'olive en Espagne ou en Italie. Donc vous avez tout un nombre de producteurs. Eux, ils ne vont pas manufacturer, ils ne vont pas transformer leurs matières premières. Ils vont amener ça dans des usines. Et ces usines-là, ils vont le processer d'une manière industrielle, avec des process industriels, ce qui est déjà avec du cyanure, certes, mais c'est mieux que du mercure. Donc ce sera au moins vigilé par ce point de vue-là. Mais il faut qu'on englobe une de ces usines. Elle peut travailler avec 200, 300, 400 ou plus de producteurs. Donc il faut que nous, on englobe, on aille jusqu'à le producteur. C'est hyper complexe, c'est coûteux aussi, mais c'est comme ça qu'on voit notre rôle et notre responsabilité, c'est vraiment d'aller jusqu'au producteur. Et si on voit sur la prochaine slide, on voit comment tout ça, ça se finance. On a, une fois de plus, essayé d'être très pragmatique, très suisse. On s'était dit, voilà, on va facturer $1 au gramme supplémentaire pour l'or qui remplit tous ces différents critères et expectatives. Les 70 centimes, ils vont partir pour la mine qui a rempli toutes ces attentes-là. Les 15 centimes vont aller pour celle qui est tout au début du processus, sur l'étape 1. Elle a juste rempli quelques critères de base, ou même peut-être pas. C'est une sorte de fonds solidaire qui va aider à progresser ceux qui sont encore dans la chaîne. Et ça nous crée une sorte de vivier pour pouvoir avoir toujours plus de producteurs accrédités. Et puis les 15 centimes restants, ils vont pour les coûts de l'association et les coûts de vérification. Parce que ce que va dire notre propre équipe sur le terrain en termes de compliance, c'est on ne peut pas être jugé parti, donc on va aussi avoir une couche supplémentaire de vérification par entière. Voilà. Et comme ça, on a un modèle vertueux, all-inclusive, et puisqu'on est dans l'horlogerie, je dirais, en mécanisme à remontage automatique, plus on génère du volume, plus on a de la capacité de frappe, entre guillemets, en termes d'assistance technique. Ça, c'est la prime telle qu'on la connaît jusqu'à présent. Et puis, à partir de l'année prochaine, on a aussi les membres qui se sont engagés pour augmenter cette part de l'assistance technique pour pouvoir faire davantage aussi. Et je crois que c'est la dernière slide, sauf erreur. Voilà, merci. Oui, il y avait juste peut-être cette slide qui démontrait aussi comment cet argent est réinvesti dans des projets environnementaux, sociaux, de soutien aux mines. On peut peut-être dire deux choses à ce propos. Oui. Oui, merci. Oui, c'est un très bon point. Effectivement, ça, c'est la slide qui montre le réinvestissement de la prime sur le terrain. Donc, le code, il va vous emmener sur notre page web où vous verrez comment on réinvestit ce dollar au gramme. En termes de projets sociaux, environnementaux ou en termes d'assistance technique. On essaie d'être vraiment le plus transparent possible, mais c'est clair qu'on grandit aussi. Donc voilà, au début, l'idée était de tout mettre sur notre site. Maintenant, c'est devenu un petit peu crowded. Donc on met quelques projets peut-être plus parlants ou celles qui peuvent donner une motivation aux mineurs pour dire « Ah bah tiens, ça, je pourrais faire ça aussi chez moi ». Donc il y a un petit peu des projets inspirationnels comme ça. Et puis la prime, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est de la réinvestir, la co-réinvestir, parce que la mine, elle doit aussi mettre une contribution
comme ça, on essaie d'être sûr que les projets proposés, ils leur tiennent à cœur à eux-mêmes. Donc on nous propose quelque chose de vraiment utile pour eux-mêmes. Et puis, en deuxième point, on va toujours demander que l'impact du projet puisse être mesurable en nombre de bénéficiaires, en quantité de CO2 réduite. On se tête vraiment des choses dans la mesure du possible mesurables. Évidemment, il y a des projets d'impact social, c'est très difficile à mesurer. On a par exemple une petite école privée en Colombie. L'impact principal, c'était que dans une communauté totalement isolée où les enfants ils devaient se déplacer 2 heures avec un cheval pour aller jusqu'à l'école, ils sont scolarisés aujourd'hui. Le 100% du village est scolarisé. Et puisque les adultes, ils n'ont jamais terminé l'école non plus, puisqu'ils n'ont pas eu la possibilité, le soir, ils ont aussi accès à des cours de soir pour se former. Donc voilà, il y a ce type de projets, des projets techniques, des projets sociaux, des projets environnementaux liés à la gestion du cyanure ou la démercurisation. On a une mine, on a appuyé. Ça nous a mis 5 ans de les sortir du mercure, ça c'est au Pérou. Et maintenant, ils utilisent que des systèmes gravimétriques pour récupérer leur or, 100% écologique, 100% sans mercure. Ça nous fait 36 kilos de mercure évités par année pour cette opération qui produit à peu près 3-4 kilos par mois. Donc, c'est petit, mais c'est concret. Voilà, merci. Merci Diana. J'aimerais qu'on reste encore un petit peu sur la Swiss Better Gold avant d'élargir le débat. Et j'aimerais d'abord demander à Frédéric Davance qui nous explique un petit peu son application dans le domaine de l'or, donc un petit peu sur son fond, et aussi de nous dire pourquoi finalement vous avez décidé de rejoindre la Swiss Better Gold il y a quelques années. Oui, merci Christophe. C'est vrai qu'on l'a vu dans les premières slides présentées par Yves de Montmolin, la finance a une place assez importante dans le domaine de l'or, puisque entre les achats de banques centrales et les achats des autres investisseurs, on s'approche à peu près à 50% de la production minière. La raison pour laquelle la finance a un intérêt pour l'or, c'est que globalement le prix de l'or augmente et donc c'est un actif qui a sa place dans un portefeuille. Mais surtout, dans les périodes de crise, c'est le seul actif qui est ce qu'on appelle décorrélé, c'est-à-dire qui se comporte différemment des autres classes d'actifs. Typiquement en 2008, si on se souvient de la grande crise financière, les actions se cassent la figure, les obligations se cassent la figure, l'or monte. Le Brexit, c'est la même chose, et beaucoup plus proche de nous, en 2022, où les portefeuilles financiers ont subi des pertes importantes, l'or était également en hausse. Donc on voit bien que la finance est au cœur du marché de l'or, mais l'or est souvent au cœur des portefeuilles financiers. Et on pense que la demande en or de la part de la finance en général va continuer à augmenter. Va continuer à augmenter parce que les banques centrales vont continuer à acheter de l'or. Il faut se rappeler que dans les années 70, les banques centrales avaient en moyenne 70 à 75% d'or dans leurs réserves. C'est descendu jusqu'à 15% d'or en 2022. Et puis 2022, guerre en Ukraine, sanctions américaines, les banques centrales rachètent de l'or, vendent des treasuries. Et on est passé aujourd'hui en moyenne 15% à 19% d'or dans les réserves des banques centrales. Ça va continuer. Mais il n'y a pas que les banques centrales, les investisseurs au sens très très large et la classe moyenne est acheteuse d'or aujourd'hui. Donc typiquement la classe moyenne chinoise qui a subi des revers importants dans le domaine de l'immobilier est aujourd'hui acheteuse d'or en masse. La classe moyenne indienne a la chance de profiter de l'effet de richesse et donc de mettre une partie de ses économies dans l'or. Donc tout ça pour dire que la finance va continuer à acheter de l'or. Et maintenant, la grande question, c'est quel or ? Et vous avez vu dans la liste des membres du Swiss Better Gold, la plupart des grands joailliers sont là-dedans. Et les grands joailliers sont ceux, enfin les grands et petits, grands en termes de marque, sont ceux qui clairement ont ouvert la voie, ont montré qu'il fallait aller vers l'or artisanal dont parlait Diana. Il fallait aller vers des sources qui sont traçables, qui sont responsables.
Et aujourd'hui, on pense que la finance doit faire le même travail. Pour nos clients, donc notre société s'appelle Depury Pictet Etini. On a été gérant d'actifs importants ici en Suisse. On a des clients aussi bien privés que des institutionnels, des caisses de pension et autres. C'est un sujet de préoccupation. Quel type d'or on va mettre dans les portefeuilles? Et aujourd'hui, il y a 3 ans, on a lancé un produit, un fonds de placement, donc un produit purement financier, mais qui lui investit directement dans des lingots d'or produits par les raffineurs de l'association Swiss Better Gold. Donc ça veut dire qu'une caisse de pension, un investisseur privé qui veut se rapprocher de cet or responsable, en un seul clic, au lieu de choisir un ETF classique, peut choisir un fonds qui a cet or-là. Ça, c'est, je dirais, la partie investisseur. Maintenant, ce qu'on aimerait faire dans un univers plus large, c'est pousser l'or artisanal, non seulement dans la finance, mais dans le marché en général. Parce que c'est vrai que l'or artisanal, il y a un problème. Diana, tu as parlé de mines qui produisaient 1 kg, 2 kg, 3 kg par mois. On se rend bien compte que quand vous êtes horloger et que vous voulez produire votre montre, vous ne pouvez pas vous baser sur quelqu'un qui vous envoie 1 kg, 2 kg par mois. Ça ne va pas marcher. Et donc, ce que nous, on essaye de faire aujourd'hui, c'est également de créer un stock très important. Donc, le fonds a un stock d'or Swiss Better Gold. On parle de 600 kilos qui sont entreposés à la Banque Pictet ici à Genève. Et quand un horloger a besoin d'or artisanal parce que son stock est épuisé ou pour une autre raison, il nous passe un coup de fil et en 24 heures, nous, on peut lui vendre de l'or à prix coûtant. Bien sûr, on n'est pas du tout dans le commerce de l'or, donc nous, la seule chose, c'est essayer de faciliter ce grand mouvement vers l'or artisanal. On peut lui envoyer de l'or, que ce soit à Plan-les-Ouates, que ce soit à Sainte-Croix, que ce soit à Brassus, que ce soit où vous choisissez. Et en faisant ça, on espère qu'on va avoir un deuxième impact qui est de pousser de plus en plus d'acteurs industriels vers cet or artisanal. Et comme le disait Marc Hummel, l'or artisanal, ce sont 20 millions de mineurs, ce sont 100 millions de gens qui gagnent leur vie grâce à ça. Et il est important de leur proposer une filière aussi bien, je dirais, pour les mineurs que pour les industriels, qui soient responsables. Merci beaucoup, Frédéric. Même question à Léo Daguet, puisque LVMH vient de rejoindre la Swiss Better Gold Initiative. C'est un peu le dernier membre venu, mais je crois que c'est important de souligner ce membership et peut-être nous expliquer aussi qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre l'association. Oui, merci beaucoup. Je vais rapidement partager la vision qu'on a et puis ce qui nous a amené à rejoindre Swiss Better Gold. Et déjà, je vais commencer par le point qui est souvent le point de départ pour les marques, qui est le point des risques et de la gestion des risques. Parce que c'est vrai que Marc l'a très bien mentionné. Les supply chain, la supply chain de l'or, la supply chain de l'or artisanal en particulier, elle est exposée à des risques importants et des violations qui sont très graves et qui doivent être prises en compte avec le plus grand sérieux. Donc le point de départ de la réflexion, et c'est une évidence, mais je préfère démarrer par là, c'est qu'évidemment ces risques-là, c'est exactement ce à quoi on veut éviter d'être exposé dans notre chaîne de valeur. Et évidemment, on fait tout ce qu'on peut pour éviter d'être exposé à ces risques. Et on compte sur l'ensemble de nos partenaires dans la filière pour aussi être rigoureux dans leur devoir de vigilance pour éviter l'exposition à ces risques. Le sujet de l'or, c'est un sujet très complexe, très intriqué, et ça nécessite d'être très humble. Donc moi, je vais essayer d'être très humble, et on a une approche vraiment très très humble sur ce sujet. Globalement, notre vision, c'est d'éviter une simplification qui serait contre-productive et une polarisation autour des sources d'or. Et puis 2, de tout centrer autour du devoir de vigilance, de la traçabilité. Je commence par cette posture d'humilité et d'éviter une simplification qui est contre-productive.
on est en fin de chaîne. Donc pour nous, les sources d'or sont très loin. Dans cette position en fin de chaîne, ça peut être tentant d'essayer de trouver une solution à l'emporte-pièce pour essayer de régler et d'essayer d'avoir une action sur ce problème extrêmement complexe qui est l'intrication des flux d'or et puis les risques auxquels ils sont exposés. Donc ça peut être tentant de venir polariser, de venir opposer des types d'or. Nous, ce qu'on croit chez LVMH, on a une approche inclusive sur le sourcing. On croit que l'or ne va pas être responsable parce que c'est de l'or recyclé ou même parce que c'est de l'or artisanal. L'or, il est responsable parce qu'il est sourcé, approvisionné de manière responsable. Et la manière d'effectuer cette action d'approvisionnement responsable, elle est autour du devoir de vigilance. C'est mon deuxième point. Le devoir de vigilance, on n'a pas besoin de réinventer la poudre là-dessus. Il y a des directives très claires de l'OCDE sur lesquelles on s'aligne, sur lesquelles l'ensemble du secteur s'aligne, et puis qui sont de plus en plus reprises par des réglementations. Donc c'est aussi une question d'être aligné avec les exigences réglementaires dans pas mal de pays. Ce devoir de vigilance, c'est important qu'on l'applique de manière sectorielle. Parce qu'on est tous dans le même bateau et on n'a pas à se faire concurrence sur le devoir de vigilance. Et par ailleurs, un point de défaut à un endroit de la chaîne, ça peut impacter l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc c'est fondamental pour nous de s'appuyer sur des initiatives sectorielles sur ce sujet-là. Il y en a plusieurs. On s'appuie évidemment sur le Responsible Jewelry Council, le RJC, qui a ce rôle fondamental d'assurer l'alignement de l'ensemble du secteur avec les exigences du devoir de vigilance. Donc c'est très important. Et puis, on a choisi de rejoindre la Swiss Better Gold Association avec cette même logique sectorielle. Qu'est-ce qui est intéressant pour une marque horlogère, joaillière, dans la Swiss Better Gold? Plusieurs éléments. Déjà, l'or artisanal, c'est important de l'inclure dans une stratégie de sourcing. On l'a vu dans les statistiques, c'est Marc qui l'a repris. Le pourcentage d'or artisanal aujourd'hui importé en Suisse est relativement bas, en tout cas est plus bas que ce qu'il représente dans le mix de production. On a besoin d'or artisanal. C'est vrai que c'est un or qui est particulièrement exposé à des risques forts, mais c'est aussi des opportunités très importantes. Et ça, je ne reviens pas là-dessus, ça a été très bien présenté par Marc, par Diana. Il y a une opportunité d'impact positif pour des millions de personnes autour de l'or artisanal. Donc c'est fondamental d'intégrer l'or artisanal dans le sourcing, en particulier pour des marques d'horlogerie et des marques de joaillerie. L'intérêt de Swiss Better Gold, c'est d'apporter une approche qui est sectorielle et même multisectorielle, puisque l'ensemble des acteurs importants dans le domaine de l'or sont représentés. L'implication du SECO, et donc de la Confédération suisse, est aussi fondamentale sur un sujet qui dépasse des problématiques industrielles, mais qui est une question de relation aussi entre des États producteurs et des États consommateurs. La présence d'institutions et de représentants du domaine financier qui ont évidemment un rôle fondamental à jouer sur l'or, et puis des marques, des affineurs, etc. Donc une approche sectorielle pour travailler ensemble et pour contribuer à un impact positif sur ces supply chains de l'or. Et puis ensuite, une capacité qu'on trouve avec Swiss Better Gold à mener de manière rigoureuse ce devoir de vigilance, qui est fondamental, qui est la clé pour avoir une politique de sourcing responsable, avec une présence sur le terrain et une traçabilité qui nous permet d'avoir ce contact que Marc aussi vous mentionniez, entre des acteurs en fin de chaîne, nous, des marques, des fabricants horlogers, et des mines tout au début de la chaîne. Et ça, sans cet accompagnement et sans cette logique collective, c'est très compliqué à l'échelle d'une marque, même à l'échelle d'un groupe comme LVMH, d'être capable de mettre cette démarche en œuvre. Merci beaucoup, Léo. Petite question à chacun d'entre vous, et avec des réponses brèves, 1 minute, très rapide. Quel bilan tirez-vous de 10 ans d'activité de la Swiss Better Gold Initiative? Diana, pour commencer. Je vais répondre en parfait français. There is no low-hanging fruit.
dans notre secteur. Ça reste, on est engagé, c'est notre raison d'être, mais c'est un secteur difficile. Et quand on s'y engage, c'est pour y rester. Donc, parce que c'est un secteur difficile, on a perdu la veine aujourd'hui, on a eu un accident hier, on a redérapé avec du mercure, tout peut arriver. Donc, mais c'est primordial pour nous de rester engagés. Autrement, cette transformation, elle n'arrivera pas. Merci. Frédéric? There's no low-hanging fruit, ça c'est sûr, mais il y a aussi un grand succès qui est de mettre en place une chaîne d'approvisionnement artisanale dans l'or et qui peut, j'espère, un jour avoir un succès tel qu'elle va être répliquée dans les autres biens artisanaux. Et ça, pour moi, c'est la leçon que j'en ressors, c'est de dire, bien sûr, c'est en anglais on dirait a journey, bien sûr, il y a des hauts et des bas, mais ce qui est mis en place, ce qui est en train d'être mis en place par Swiss Better Gold, c'est quelque chose qui est important pour la Suisse et au-delà de Suisse dans tout ce qui est approvisionnement artisanal. Merci Frédéric. Marc? Oui, je crois qu'on est tous d'accord que c'est une initiative extrêmement importante avec certains résultats super intéressants, notamment dû aussi au travail de Diana et à toute son équipe. Après, il y a évidemment des défis. Je vous invite aussi à aller voir l'évaluation qui a été publiée sur le site de la SBGA. Et parmi ces défis, il y a notamment aussi le fait qu'on le voit aussi, que le marché a besoin de quantité. Donc, c'est tout ce problème qu'on va plus travailler avec certaines mines au Pérou, plus avec des agrégateurs qui ont des quantités plus importantes. Et peut-être, alors qu'en Colombie, il y a moins de quantité, mais il y a plus d'impact au niveau des personnes qui sont directement touchées. Donc aussi cette idée de travailler plus directement avec des mineurs artisanaux. Le défi aussi de la collaboration avec les autres standards ou avec les autres initiatives, notamment avec Fairtrade, Fairmine, mais aussi avec PX Impact. Et je terminerai peut-être juste aussi sur la question de la transparence, du défi lié au devoir de diligence. On fait parfois trop confiance à l'initiative, au fait qu'il y a le SECO derrière. On l'a vu aussi avec l'accident de Yanakiwa où il y a eu 27 morts. Mais encore une fois, il ne faut pas se désengager parce que c'est qu'en s'engageant qu'on va réduire ces risques. Et après, juste le dernier point, c'est vraiment aussi la question de la cohérence. Je crois qu'on a aujourd'hui encore dans cette initiative certains membres qui, d'un côté, font un super travail en s'engageant avec la SBGA et d'un autre prennent des quantités énormes d'or sans savoir d'où ils viennent. Donc il y a aussi cette question du greenwashing, si je peux me permettre, où il faut faire très attention avec ça. Antoine, vous êtes retiré des mines artisanales il y a un certain nombre d'années et là, on est de nouveau engagé dans ce projet-là. Exactement, vous avez bien résumé la situation dans le sens que c'est vrai que Metalor avait pris la décision de se retirer des mines artisanales d'Afrique en 2014 et en Amérique du Sud en 2019 devant la complexité de la chaîne d'approvisionnement et nous sommes arrivés à la conclusion que seul Metalor ne pouvait pas assurer cette chaîne et qu'on avait besoin d'un partenaire. Et je dois dire que justement, en travaillant avec le Swiss Better Gold, c'est une solution de partenariat qui nous permet d'avoir un meilleur contrôle de cette chaîne d'approvisionnement. Je dois dire aussi, c'est vrai que tout le monde a des très belles paroles, on est tous d'accord qu'il s'agit de développer les mines artisanales. Je rappelle quand même que malgré tous les efforts de Swiss Better Gold, on parle de combien de tonnes? 4 tonnes par année? 3 tonnes par année. C'est un début, mais il y a encore énormément de travail et que pour ça aussi, il arrive qu'effectivement, il y ait des problèmes qui soient rencontrés parce que c'est vrai que c'est une source qui peut être problématique et qu'on a vraiment le soutien, on a besoin de soutien de tous les partenaires, y compris de la presse et des ONG. Et pour finir, Léo, vous partagez ces différents éléments? Oui, tout à fait. Avec un regard du coup de nouveaux membres, mais à nouveau, on a besoin d'une approche de long terme. C'est pas des solutions immédiates, c'est pas des solutions à l'emporte-pièce qui vont nous permettre de régler ces problèmes-là. Donc, c'est évidemment rassurant d'avoir cette logique de long terme et d'avoir toute l'expérience qui a été acquise par Swiss Better Gold, par Diana et par l'ensemble des membres. Et puis, pour reprendre à peu près ce qui a été dit sur les défis qui nous attendent, il y a une question de passage à l'échelle.
Et ça concerne l'ensemble du secteur. Et ça se fera grâce à de la collaboration et ça se fera en traitant cette question des mines artisanales avec le sérieux qu'elle mérite. Merci. Et je rebondis sur votre remarque. Et ma prochaine question, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut augmenter cette part d'or durable à travers différentes initiatives, parce qu'effectivement, on parle de 3 tonnes par année, c'est insuffisant, comme l'a dit relevé Antoine. Quelles sont les solutions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'on peut s'engager plus? J'ouvre un peu le débat. Et dans 10 minutes, on ouvrira le débat aussi avec l'audience, mais peut-être déjà aborder cette question. Je peux peut-être commencer. Donc, comme je disais, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de s'ouvrir à de nouveaux pays, de nouveaux horizons et à continuer avec cette approche très inclusive. J'entends le Marc, on doit vraiment jouer l'équilibre d'avoir suffisamment, le plus possible de tout petits, des artisanaux, les orpailleurs, mais aussi de ne pas oublier tout le travail qu'il faut faire avec les processing plants, les ESM qui sont sur la concession des grands. Donc tout ça, toutes les variantes du secteur, ils doivent être représentés, ils ne doivent pas être oubliés. Et puis ouvrir des nouveaux territoires. Et pour ça aussi, on a besoin évidemment de plus de ressources, raison pour laquelle je mentionnais que les membres de l'association, on vient de voter la semaine passée à l'Assemblée générale l'augmentation de la prime de 1 $, on va passer à 1,35 $. Et ça, c'est une illustration de l'engagement de l'industrie pour contribuer à la partie assistance technique et le scalability du projet. Quelqu'un d'autre? Ouais, peut-être pour continuer du point de vue des consommateurs finaux, donc vraiment des marques qui à la fin vont acheter cet or, vont passer commande auprès des affineurs. Je pense qu'il faut savoir oser. Et c'est pas tant oser se confronter aux risques potentiels, j'ai beaucoup parlé de risques déjà, mais je pense que c'est oser faire face à la complexité et vraiment travailler cette complexité et oser sortir des raisonnements un peu trop faciles, un peu trop simplistes et approcher la question du sourcing de l'or en particulier, mais c'est valable pour toutes les matières, avec cette réflexion de devoir de vigilance, cette réflexion d'impact, et là de voir quelles sont les solutions qui sont disponibles pour avancer. Petite question à Marc. Vous avez dans votre rapport pointé les différentes responsabilités de tous les acteurs de la chaîne de valeur. Et il y a peut-être un acteur sur lequel j'aimerais vous entendre, c'est la responsabilité des gouvernements, des autorités locales, des pays qui sont au premier plan également. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi à ce niveau-là ? Oui, je pense que c'est une question très importante et évidemment que la responsabilité des gouvernements est clé des États producteurs et je pense que c'est aussi pour ça que l'initiative l'SBJ est intéressante parce qu'il y a aussi cette composante de faire ce travail de plaidoyer aussi, de s'engager avec le gouvernement et si vous n'avez pas le gouvernement derrière qui s'engage, vous n'allez jamais y arriver et on l'a vu dans l'exemple du Pérou, c'est aussi parce que le gouvernement a commencé de s'engager et je pense qu'on espère aussi que la SBJ va se développer davantage, que les quantités vont augmenter aussi sur le continent africain. Je crois qu'il y avait aussi des idées de se développer en Tanzanie, ça a été mentionné, au Ghana, et c'est aussi 2 pays où le gouvernement a commencé de s'engager pour formaliser le secteur, parce que la limite aussi de ces initiatives, c'est que ça a été aussi beaucoup basé sur le fait qu'il y a une prime, il y a une incitation, mais le problème de ça, c'est aussi qu'on a un marché parallèle où le prix de l'or est pratiquement plus élevé, même si on a une prime. Donc je crois que ça a été aussi un grand défi en Amérique latine, et nous on a vu la même chose sur le continent africain, notamment aussi dans certains pays comme le Mali, où vous avez le prix d'achat à Bamako qui est plus élevé pratiquement que ce qui est le prix du marché parallèle, qui est plus élevé que le prix du marché formel. Donc à partir de là, même si vous proposez une prime, ça va être extrêmement difficile de convaincre des mineurs artisanaux de rejoindre votre initiative, puisqu'ils n'ont aucune raison de se formaliser, ils vont rester dans le marché parallèle. Donc je crois que là, on a vraiment aussi une responsabilité des États producteurs à formaliser l'ensemble du secteur, à s'engager. Il y a aussi des initiatives intéressantes maintenant avec des banques centrales qui commencent à le faire, mais il faut aussi faire attention avec ces gros agrégateurs qui parfois deviennent une grosse boîte noire où on ne sait pas d'où vient l'or derrière. Et c'est tout le défi de justement essayer de scaling up, de monter, mais tout en assurant une traçabilité et tout en sachant d'où vient cet or. Donc le défi est là, mais je pense qu'on est tous d'accord qu'il faut vraiment s'engager pour ces mineurs artisanaux.
Alors, dans votre réponse, il y a une question implicite. Est-ce qu'on est prêt à payer $1 de plus, $2 de plus, $3 de plus pour créer cet effet d'entraînement? Est-ce que les consommateurs, est-ce que nous sommes tous prêts à payer un peu plus pour avoir un or durable? Bon, je vais peut-être laisser les copanalistes répondre qui connaissent mieux le marché que moi, mais juste de manière générale, je crois que la chaîne de valeur, on parle beaucoup des raffineurs, mais au final, M. de Montmollin l'a justement dit, les grosses marges ne se font pas là, elles se font plus dans les acteurs qui sont en fin de chaîne d'approvisionnement. Et eux, à mon avis, ils ont vraiment une responsabilité vraiment clé, notamment dans le secteur de la joaillerie et de l'horlogerie, parce que c'est là que les marges sont les plus importantes et que tout le travail de diligence aussi, il doit être réparti aussi au niveau des coûts sur la chaîne. Et je pense qu'aujourd'hui, on le voit aussi au niveau suisse. Quand vous voyez les quantités d'or qui sont traitées par 3, 4, 5 gros raffineurs et les ressources qui sont mises à disposition, il y a un gros problème à ce niveau-là. Et je pense que c'est aussi de la responsabilité des acteurs qui sont en fin de chaîne d'approvisionnement de payer davantage, de s'engager davantage dans ce travail de diligence. Étant en fin de chaîne, oui, je peux répondre. Étant en fin de chaîne, la réponse sur le premium, oui, c'est évident. De toute façon, Marc vient de le mentionner, le système ne peut pas fonctionner sans cette incentive. C'est tellement, il y a tellement de canaux qui existent pour diffuser de l'or de manière illégale que si on n'a pas cette incentive, comment est-ce qu'on peut espérer qu'il va y avoir de la formalisation et comment est-ce qu'on va espérer pouvoir sortir des mineurs et des communautés d'une spirale dans laquelle ils s'enferment eux-mêmes, dans laquelle ils affaiblissent aussi l'économie du pays, etc. Donc c'est évident qu'il y en a besoin. Maintenant, je pense que là où il y a peut-être un point, comment digérer aussi ces surcoûts, à nouveau, moi je remets cette importance d'une approche sectorielle. Le devoir de vigilance, ça nécessite du temps, ça nécessite de l'expertise. Donc c'est quelque chose qui a un grand intérêt à être partagé. Ça renforcera l'ensemble du secteur, ça diminuera une partie des coûts aussi pour les différents acteurs, mais surtout ça permettra que ce devoir de vigilance soit plus efficace, c'est-à-dire qu'il soit capable de vraiment gérer les risques et apporter des solutions dans l'ensemble de la chaîne. Donc aussi ce travail de collaboration de l'ensemble du secteur, je pense qu'il est fondamental aussi. Diana? Oui, Léo, il a bien justement entamé ce que je voulais dire. Et n'oublions pas que la prime, dans des systèmes comme le nôtre, par exemple, une partie de la prime, elle est retournée en tant qu'incentive, effectivement. Mais n'oublions pas qu'une autre partie de la prime, elle est réinvestie dans la transformation, dans l'assistance technique. C'est le prix de la transformation. Si on veut sortir une mine de l'utilisation du mercure, les gars, ils vont me dire, Diana, il me faut une retorte. Une retorte, ça coûte 6 000, plus $6 000, plus j'ai besoin du temps de quelqu'un qui va me former mes employés. Ensuite, j'aurai besoin de ça. Donc voilà, le prix de sortie de mercure, il est X de $1 000 par année. Donc il faut nous, en tant qu'industrie, il faut qu'on aide cette industrie à sortir de ces problèmes techniques-là. Il faut qu'on investisse. Et puis un deuxième point, peut-être qui n'a pas été mentionné, en tout cas je n'ai pas entendu, c'est le consommateur final. Le consommateur, celui qui porte une alliance sur le doigt. Pourquoi on ne se pose pas la question de quel est le prix que nous sommes prêts à payer? Moi, je donne toujours le même exemple. Quand on va acheter un jean dans un magasin, il vous coûte $20. On ne se pose pas la question que quelque part, il y a eu un raccourci. Que ça ne peut pas coûter $20 en jean. Ça ne peut pas. Forcément, quelqu'un, en salaire, une condition de travail, quelque chose a été sabré. Donc, c'est peut-être le $1 au gramme. Peut-être c'est le prix que ça mérite. Frédéric? Oui, dans le domaine de la finance, évidemment, on n'a pas l'habitude de payer des primes, d'avoir des prix différents pour des produits un peu semblables. Mais après, on a la très grande chance d'être dans un monde libre où chacun peut exprimer son opinion et ses valeurs également à travers son portefeuille. Malheureusement, l'or a un track record qui est pas génial. Hein. Même l'or suisse a un track record qui est pas génial. On pense à l'apartheid, on pense à d'autres éléments comme ça. Et pour toute une partie des investisseurs, c'est important, on ne réécrit pas l'histoire, mais c'est important d'aujourd'hui faire mieux. Et c'est important que ces investisseurs qui veulent
exprimer certaines valeurs à travers leur portefeuille aient un moyen de le faire, aient des outils de le faire. Et avec ça, on augmente la demande pour cet or artisanal responsable. Et quand on augmente la demande, eh bien évidemment, on augmente le nombre de mineurs qui, eux, peuvent participer dans le schéma. Et c'est la même chose du côté des mineurs. Les mineurs doivent avoir le choix également. Aujourd'hui, Swiss Better Gold ne travaille pas en Afrique, mais va travailler prochainement en Afrique. C'est évidemment qu'à côté de Wagner, les djihadistes, ce serait pas mal qu'il y ait Swiss Better Gold comme proposition aux artisans quand même. Donc c'est à ça qu'on pense. Et oui, les gens sont sans doute prêts à payer un peu plus. Dans le fonds Swiss Positive Gold, on est porteur de la prime et donc la performance est exactement la même que dans un fonds d'or classique. Mais je ne rentre pas dans le détail. Antoine? Oui, rapidement. Je me rappelle, il y a 4-5 ans, on fêtait, je ne sais plus quel anniversaire du Swiss Better Gold. Et on avait de l'or du Swiss Better Gold, personne ne le voulait. Personne ne voulait l'acheter parce que personne n'était prêt à payer un premium pour ces. Et donc j'avais un peu tué un peu l'atmosphère en disant que c'était vraiment pas un succès parce qu'on n'arrivait pas à vendre notre or. Suite à cette conférence, une banque s'est approchée de moi et puis il a dit on va vous acheter votre or, il n'y a pas de problème. Et puis finalement, il y a eu d'énormes progrès qui ont été faits ces dernières années. Et maintenant, on peut dire qu'effectivement, il y a une prise de conscience. Et cet or de Swiss Better Gold qu'on avait de la peine à vendre avec un premium, c'est plus le cas maintenant. Et donc, c'est vrai qu'il y a une prise de conscience générale et les choses sont en train d'évoluer dans la bonne direction. Merci, merci pour ces réponses. On va passer un petit peu à la partie questions-réponses du public. Et on va demander à Anna de vous donner un micro puisqu'on est filmé, on est enregistré. Donc, première question, monsieur. Anna, ici. En anglais ou en français, comme vous voulez. Je peux faire en français, en anglais, en allemand, comme vous voulez. Charles Chausse-Pied, j'étais membre fondateur du RJC et j'étais président, vice-président, membre du comité jusqu'en 2019, je crois. Donc, le seul échec, je pense, aujourd'hui que j'ai après avoir très fier d'avoir fait tout ça au RJC, c'est les mines. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on est 11 mines au RJC, dont je pense 8 ou 9 qui sont du diamant. Donc voilà, merci Diana. Donc 3 mines d'or au RJC. Ils sont en train de relire, mes successeurs sont en train de relire le code des standards. J'ai regardé ce qu'ils avaient fait. Ils ont ajouté 20 pages à la partie mine, au supplément mining. Donc pour 3 trucs, alors qu'est-ce qui se passe? Je pense que les 3 derniers mineurs qui sont inscrits au RJC, sauf Sotrami, j'imagine, mais les autres risquent de partir en disant c'est une machine à gaz, on n'y comprend rien. Et on préfère aller voir des standards qui nous intéressent à nous, qui touchent d'autres, parce que le type qui fait de l'or fait souvent aussi du cuivre, etc. Donc, pour répondre à M. Twissed, il y a sûrement des trous au RJC, mais à mon avis, il n'y en a pas beaucoup parce qu'ils partent tous. Donc, c'est devenu une barrière. Donc ça, je pense que la source, le sourcing métal-or, moi, je considère personnellement, même quand je suis parti, quand j'ai démissionné du RJC, où j'étais toujours bénévole, c'est le sourcing minier. C'est là où on a été les moins bons. On n'a rien compris à ce métier-là. Et la deuxième preuve, c'est que Diana, que je connais depuis très longtemps, devrait être aujourd'hui à la tête d'une multinationale de plusieurs centaines d'or. C'est pas vrai, elle fait 3 tonnes d'or et on se bat pour qu'elle en fasse 4. Donc ça n'a pas changé depuis 5 ans. Tu as toujours les mêmes problèmes, Diana, et je te soutiens. Bon. Le dernier, puis j'arrête après parce que je ne vais pas raconter ma vie. Le dernier élément important, pourquoi ce problème? Ça a été dit par M. LVMH, donc il a expliqué que les marques ont une grosse trouille, c'est leur réputation, c'est leur actif principal. Donc tout ce qui peut mettre en danger leur réputation doit être chassé le plus loin possible. Et quand on explique ce que vous avez tous très bien dit, c'est que cette chaîne d'approvisionnement est complexe, qui a des bons côtés et des mauvais côtés. Quand vous parlez à un patron de marque ou à un patron de groupe, il vous dit loin de moi, donc essayez de m'éloigner ces dangers. Donc comment on fait? On fait comme a fait Richemont, on dit je veux le recycler sans savoir ce que ça voulait dire. Contrairement aux avis internes qu'on lui donnait à l'époque, on fait des due diligence, heureusement que ça existe. L'OCDE, c'est pas nous qui avons fait les due diligence, c'est l'OCDE.
L'OCDE a eu l'intelligence de faire les due diligence, on les a prises et c'est le meilleur progrès qu'on ait pu faire. Maintenant, les due diligence, on les fait sur nos chaînes d'approvisionnement à nous. On ne va pas aller s'embêter au Brésil. Et aujourd'hui, quand on regarde le RJC, on dit qu'il y a 1800 membres. Mais c'est très bien. Mais ils travaillent tous pour des groupes, il faut être honnête. Si vous allez chez Christ, si vous allez dans d'autres pays, vous verrez que le moyen de gamme ne travaille pas avec le RJC. Donc, je vais finir par ce que disait Peggy sur Kant. Il disait la morale a les mains blanches, mais elle n'a pas de main. C'est-à-dire qu'on veut tellement bien faire, en fait, qu'on fait des espèces de murs. Donc, courage les gars, merci d'avoir pris le relais. Vous allez faire avancer tout ça, j'espère. Et n'ayez pas peur. Peut-être, monsieur de Swissed, soyez beaucoup plus positif avec les communicants, parce que le problème, c'est que quand vous expliquez ce que vous avez dit à des journalistes et des communicants, eux, ils voient que le côté scandale, ils voient beaucoup le côté scandale et pas suffisamment le côté progrès. Alors je ne sais pas comment faire. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire. Je ne sais pas si on va rentrer trop dans la question de la réglementation, mais si vous voulez réagir rapidement, volontiers, hein, évidemment. Bon, je peux peut-être réagir mais rapidement. Hein. Rapidement, je crois qu'on a un point de désaccord fondamental avec le RJC. Enfin, j'ai pas envie de polémiquer, mais je crois que les gens qui ont un peu suivi le RJC ont su ce qui s'est passé au moment du déclenchement de la guerre en Russie avec Alrosa, qui a eu un gros problème de gouvernance au niveau du RJC, il y a plusieurs marques qui sont sorties du RJC. Donc il y a là un gros problème de gouvernance. Et ensuite, au niveau de... je ne suis pas sûr que les groupes miniers ou les mines vont quitter parce qu'il y aura un standard plus exigeant. Parce que quand on voit maintenant, même s'il y en a 3, quand on voit ce qui se passe au niveau de la révision du standard, on est très déçus de voir que sur plein de points, ils n'ont pas du tout avancé, notamment sur les questions de transparence. Je crois que même la LBMA est plus avancée au niveau de là. Et sur le problème de l'or recyclé, je crois qu'il y a plusieurs marques qui utilisent le standard RJC. Il y a des raffineurs qui sont eux-mêmes venus vers nous en nous disant, en reconnaissant toutes les lacunes du RJC, en nous disant on nous propose de l'or de RJC de n'importe où, on ne sait pas d'où ça vient, il y a un gros problème de traçabilité avec ce standard. Donc je crois que nous, en tout cas de notre point de vue, on voit énormément de lacunes au niveau de ce standard et on espère vraiment qu'il y aura des révisions qui iront beaucoup plus loin que ce qui est proposé maintenant. Merci. Merci beaucoup. Autre question dans le public? Monsieur, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour la parole. Je m'appelle Gabriel Kamundala. Je suis doctorat à l'Université de Zurich où je travaille sur le travail de l'exploitation de l'or artisanal à l'est de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je suis très content, Marc, parce que au moins la question a été soulevée et on le disait toujours dans plusieurs forums que souvent on faisait semblant de refuser l'or venant dans des zones à conflit ou des pays qu'on a épinglés des conflits, mais au finish, ça tombait toujours dans la chaîne, notamment ici en Suisse. Je suis très content aujourd'hui, comme on vient de le reconnaître, qu'il y a des efforts dans ce sens. Maintenant, ma question va vers Diana et je voulais savoir comment est-ce que Swiss Beta Gold fait comment est-ce qu'il fait face aux défis de financement, parce que c'est là aussi le grand problème de l'or artisanal. L'or va toujours là où on l'a financé et on sait que souvent les financements à standard ne peuvent pas accorder de crédit à ces petits producteurs et donc ils doivent faire ça. Ça c'est la première question. Et la dernière, qu'est-ce que vous faites, parce que comme vous aviez dit, il y a le défi des quantités sur le marché, mais qu'est-ce que vous faites aussi pour élargir les réseaux donc de collaboration avec d'autres initiatives, parce que je suis convaincu que ça peut prendre 100 ans pour couvrir toute l'Afrique et l'Asie. Merci. Merci beaucoup. C'est deux excellentes questions. Diana. Merci. Effectivement, le problème de financement, c'est un vrai problème. Et il l'est d'autant plus en Afrique, où le mineur artisanal, il est pris dans un network où on le préfinance. Et là, il doit toute sa vie à quelqu'un. Et le sortir de ce réseau-là, qui est 9 fois sur 10 réseau informel, c'est très compliqué.
Pour l'instant, notre expérience, elle est en Amérique latine. Il y a des problèmes d'inclusion financière, mais le problème de préfinancement, il n'est pas aussi présent, il n'est pas aussi prononcé. Les problèmes que nous avons aujourd'hui en Amérique latine, c'est principalement d'avoir les mineurs, ils n'ont pas accès au financement légitime, hein, tout simplement un accès, un compte en banque. Et justement, grâce à cette collaboration avec le SECO, on essaie de faire aussi la pression nécessaire sur les institutions financières, les différents interlocuteurs dans les différents ministères, pour qu'il y ait une meilleure compréhension du tissu économique, c'est des PME, et pour qu'il y ait une plus grande ouverture, une meilleure lecture lors de l'ouverture des comptes, la due diligence qui soit acceptés, qui ouvrent une sorte de corridor vert pour les artisanaux. Parce que la situation est que dès qu'ils voient dans le titre de votre organisation que vous produisez de l'or, la banque, elle vous ouvre pas de compte. Donc, impossible. Donc, on a plutôt ce type de problème et qu'on résout comme je disais. Et puis, par rapport à la scalability, c'est comme je mentionnais tout à l'heure, c'est ouvrir de nouveaux pays, ouvrir de nouvelles mines. On a une vingtaine de mines aujourd'hui dans le step 1, donc en processus d'accréditation. Et puis, ouvrir de nouveaux, on espère, continents, régions. Ça fait partie de notre approche. Et les collaborations avec d'autres projets similaires à la Suisse Better Gold. Il y avait là ce point-là. Là, aujourd'hui, l'expérience que nous avons, elle est une fois de plus en Amérique latine. Là, on a des projets de collaboration avec des ONG locales, avec Solidaridad, avec Tierra Dorada. On a d'autres collaborations de ce type-là. Évidemment, si on devait s'élargir ailleurs, on serait en train de regarder aussi des collaborations. On avait essayé la Tanzanie, on est en cours d'évaluation de le Ghana. Il y a plusieurs ONG qui sont présentes au Ghana notamment. Donc, on est en train de regarder avec quels partenaires on pourrait déployer notre initiative sur place. Merci. Merci Diana. On a une question au fond, et après devant. Merci beaucoup. Merci. J'ai une seule question, une courte question, parce que je n'ai pas l'esprit de monopolisateur. Oui, mais puisque la thématique, c'est la sous-traitance, et on discute de cette matière précisément. Oui. Est-ce que le transit considère la sous-traitance, puisque la Suisse est aussi un pays de transit de cette matière, tout comme certains autres pays. Est-ce que la sous-traitance aussi considère le transit, ou bien, comment on dirait, aussi on sous-traite lorsqu'il s'agit seulement de transit ou pas de transit? Alors, je suis pas sûr d'avoir compris la question, mais si j'essaye de retranscrire ce que vous voulez dire, il y a de l'or qui transite par la Suisse via les sous-traitants. Et dans quelle mesure cet élément-là est pris en compte dans vos processus, dans vos réglementations et dans les normes? Est-ce que c'est quelque chose qui est un sujet ou pas? Si j'ai bien compris la question, nous, dans l'association, on a des sous-traitants. On a 2 sous-traitants horlogers qui sont membres de l'association. C'est des fabricants de boîtiers, de montres, par exemple. Donc, ils veulent se sourcer en or Swiss Better Gold. Ils font partie, si c'est ça la question. Voilà. On vous entend pas, malheureusement. Mais comment attendez. Vous avez mieux formulé ma question, mais j'attends aussi peut-être la réaction des autres panélistes aussi. Alors, parce que le transit de cette manière, c'est quelque chose de très stratégique aussi. Je ne suis pas sûr qu'il y a un vrai transit, mais peut-être Frédéric. Alors, je crois que le principe de Swiss Better Gold, la façon dont ça fonctionne, pour être vraiment pratique, c'est que les horlogers et les autres membres de Swiss Better Gold, à la fin de l'année 1, annoncent de combien d'or ils ont besoin pour l'année N+1, de manière à ce qu'après Diana puisse pousser des accréditations de nouvelles mines et travailler et accélérer ou pas le travail. Et cet or qui a été commandé par les membres est livré aux membres et utilisé par les membres dans leur processus industriel pour ce qui est des horlogers, dans le côté financier des coffres pour la partie financière.
il n'y a pas de vocation à faire venir en Suisse de l'or artisanal pour le plaisir de le renvoyer ailleurs après. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le marché secondaire existe et comme je le disais, notre fonds est là également pour fournir de l'or s'il y a quelqu'un en a besoin. Mais le but n'est pas d'organiser un transit à travers la Suisse de cet or. Il y en a trop peu, il est trop demandé pour commencer à l'envoyer à droite à gauche. Petite question à vous tous. Est-ce qu'on devrait avoir un label Swiss Better Gold ou or durable en Suisse, de l'or qui vient pour que le consommateur, finalement, il se rende compte qu'il a ce choix. Aujourd'hui, le consommateur, finalement, il achète, mais on ne lui donne pas un choix. Il n'est pas informé. Alors, puisque j'ai le micro, je le garde. Au niveau de la finance, oui, vous pouvez aller, il y a certaines banques, typiquement la Banque cantonale de Bâle, qui va vous vendre des petits lingots Fairtrade. La même chose, la ZKB va aussi vous vendre des petits lingots avec un label. Donc les labels existent en Suisse. Mais au-delà, jusqu'au consommateur final? Et jusqu'au consommateur final, s'il y avait une publicité de Breitling, par exemple, pour ne pas les citer, mais on va les citer quand même, qui annonçait une montre origine faite avec de l'or Swiss Better Gold en le mettant en toutes lettres. Donc les labels, ils existent. Est-ce qu'ils sont vraiment poussés, utilisés? Sans doute pas. Est-ce qu'on peut faire mieux? Sûrement. Mais c'est vrai qu'ici, notre souci aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en place la chaîne de valeur. La partie publique, elle viendra dans un deuxième temps. Je crois que j'avais une question devant, madame. Bonjour, mon nom est Jennifer Moriconi. Je travaille pour une société de traçabilité des diamants par de la blockchain. Et nous entrons dans le secteur de l'or actuellement. Mais dans mon passé, j'ai travaillé dans différents secteurs et entre autres le cacao. Et je prends l'exemple du cacao parce que un des incitants, la fragilité de la blockchain et de la traçabilité, c'est les mines, donc c'est l'origine. Et dans le cacao, c'était les parcelles productives. Et certaines solutions étaient de pouvoir avoir des codes barres où les producteurs pouvaient venir avec leur seau de bave de cacao, comme on dit, et avoir des balances connectées. Donc il faut une électrification pour ça. Les coopératives servent à pouvoir centraliser cela. Mais quand on connectait, et donc on commençait déjà à tracer à partir des premières parcelles, on pouvait leur donner accès à un crédit. C'est pour ça que j'ai pris la parole maintenant, via les mobile pay. Maintenant, l'Amérique latine utilise beaucoup le mobile pay. Quasi tout le monde a un téléphone mobile, malgré qu'ils n'ont pas partout de la connectivité. En Afrique, c'est peut-être un peu différent, d'autres pays un peu différents. Mais c'est peut-être ça l'incitant de leur donner un accès à des crédits, petits, aussi petits soient-ils, mais qui commencent à faire entrer la traçabilité à partir de la mine ou à partir de la parcelle productive. Et à partir de là, ça commence à être un peu plus difficile à pouvoir frauder, malgré qu'aucun système n'est parfait. Mais voilà mon commentaire là-dessus. Et c'était, est-ce qu'il y a une possibilité de collaborer pour pouvoir trouver une façon de faire avec vous pour aider les mineurs? Bon, vous êtes dans l'or, mais pour nous, l'or est aussi important que le diamant, mais on pourrait transférer une fois dans tous ces différents matériaux de luxe. Voilà. Merci. Marc. Je vais peut-être juste commencer, mais après, je vais laisser la parole. La question de la traçabilité, c'est une question hyper importante. Et je pense que le gros problème qu'on a en Suisse, c'est que si vous regardez la valeur de l'or qui est importé, M. de Montmollin présentait au niveau des quantités, mais si vous regardez la valeur de l'or qui est importé en Suisse, 75% c'est de l'or déjà raffiné. Donc de l'or déjà raffiné, c'est de l'or 9995, c'est impossible à physiquement retracer. Donc pour 25% de la valeur de l'or, oui, vous avez certaines raffineries comme Metalor qui ont un passeport géoforensique, et là, physiquement, vous allez réussir à retracer pour le faire. Alors ça marche pour les mines industrielles, il y a des discussions pour le faire au niveau artisanal. Je pense que ça serait hyper intéressant de le faire aussi. Il y a des discussions aussi avec des raffineries, par exemple en Tanzanie, pour qu'ils utilisent le même modèle, pour qu'après on puisse aussi essayer de retracer au niveau artisanal et d'être précis. Après, tracer l'or, c'est une très bonne chose, c'est le début, mais il faut toujours s'assurer que ce soit produit dans des bonnes manières, et c'est toujours toute la question. Mais je pense que c'est le gros problème qu'on a si on regarde à l'échelle générale des importations en Suisse, c'est que l'or est déjà raffiné. Et à partir du moment où il est déjà raffiné, mais comment on va savoir d'où il vient, d'où il est entré, d'où il a vraiment été raffiné?
Et c'est aussi, je reviens, je m'excuse là-dessus, mais aussi le problème du modèle du RJC, où vous avez de l'or de n'importe où qui rentre dans le système, et vous avez les marques en fin de chaîne d'approvisionnement qui vont dire « Ah non, c'est RJC ». Mais en fait, on se repose sur un standard sans savoir d'où vient cet or, et c'est là tout le défi qu'on a aujourd'hui. Oui, deux commentaires de mon côté. Il y a une initiative de la police fédérale du Brésil qui ressemble pas mal à ce que vous décrivez, avec une logique de formalisation des transactions et de plus grande traçabilité. Donc c'est dans le domaine de l'or artisanal. Donc c'est en effet c'est très pertinent et très intéressant. Oublions pas qu'on parle d'une matière qui est très fongible. Donc c'est très différent du cacao, c'est très différent des diamants. Il y a des enjeux de traçabilité en amont. Il y a des enjeux de traçabilité sur la circularité, qui est à la fois une opportunité et un défi. Une opportunité parce que c'est récupérer cet or, c'est évidemment minimiser le besoin de matières primaires. Mais du coup, il y a un enjeu de traçabilité sur toute l'aval de la chaîne de valeur, c'est-à-dire entre les marques, les sous-traitants, etc. Parce que du fait de la liquidité et fongibilité de la matière, cette traçabilité nécessite aussi une organisation industrielle et une adaptation des pratiques industrielles qui va mettre du temps à se mettre en place aussi. Et de notre côté, les affineurs affiliés à l'association, je sais qu'ils travaillent tous individuellement sur des solutions de blockchain, de traçabilité. Et je ne sais pas, Antoine, si tu voudras peut-être compléter. Mais en tout cas, on est en train de regarder quelles sont les possibilités, les pistes. Mais aujourd'hui, les solutions que nous avons vues, souvent, elles prennent le point de départ chez l'affineur, comme il disait Marc, quand la matière elle est déjà là. Donc nous, le challenge à nous, c'est de l'amener jusqu'au producteur qui est dans la brousse, qui n'est pas connecté et qui sera difficilement connecté, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, qui produit, dans le cas des orpailleurs, on en a 3000 au Choco, comme je disais, c'est de la poudre. Donc ça peut être 2-3 grammes d'or. Donc c'est assez complexe comme challenge. Mais peut-être Antoine, il voudra rajouter quelque chose. Ouais. En général, ce qui se passe avec les mines artisanales, c'est qu'elles travaillent avec ce qu'on appelle un processing plant. Donc il y a des centaines, des milliers de mines artisanales et elles donnent l'or doré à un processing plant qui va pré-traiter, si vous voulez, l'or avant de l'envoyer à un autre affineur. Et c'est vrai que si on veut avoir une blockchain, pouvoir tracer tout de A à Z, il faudrait donner un instrument informatique nécessaire au processing plant pour pouvoir rentrer ces données et puis que ça remonte toute la chaîne jusqu'à l'affineur final. Alors c'est faisable, mais il y a plusieurs systèmes qui existent, c'est en train de se mettre en place, mais ça demande un système organisationnel très très important. Et ce qui est important, c'est qu'il faut éviter que les entrées dans le système soient erronées. Excusez-moi, je vais être un peu direct, mais c'est bullshit in, bullshit out. Donc, ça ne sert à rien si quelqu'un commence à rentrer des données. Prenons un exemple tout simple au Pérou. Vous travaillez dans une région qui s'appelle, je ne sais pas, Puno. Le collecteur rentre ses informations sur un Puno, puis tout à coup il reçoit quelque chose de Madre del Dios ou Rinconada, et puis qui dit que ça vient de Puno. Il faudrait pouvoir les contrôler ceci avant de s'assurer que ça vient bien de cette région. Donc il y a tout un travail derrière, s'assurer que les informations entrées dans le système sont correctes. Il vous faut le micro, madame. Effectivement, il faut des KYC, soit de la société, soit de la personne qui est rentrée dedans. Et le problème des matières fongibles, le cacao, effectivement, a une identité. Le diamant, là aussi. Maintenant, nous, on travaille sur les mêlées et tout ce qui peut être split and merge, comme on peut dire. Mais la responsabilité de qui a mis l'information à quel moment sur une blockchain est l'élément important de ce type de chaîne pour pouvoir identifier à quel moment quelqu'un a mis, sans dire des mauvais mots, quelque chose qui était erroné. Et la chaîne peut commencer à n'importe quel moment et commencer déjà à insérer, à stimuler, d'avoir des collections qui sont plus traçables et petit à petit aussi avoir le marché qui s'habitue à cela et donc les ventes, les prix et le reste. Mais je pense qu'il faut commencer par un endroit
pouvoir avoir tout le monde dedans à un moment ou à un autre dans 20 ans. Pour moi, on revient sur la question du devoir de vigilance. C'est-à-dire que une technologie de traçabilité ne va pas remplacer un devoir de vigilance. Et ça reste ça qui est l'élément central. Donc on le remet toujours au cœur. C'est sûr que c'est moins sexy, moins simple d'en parler qu'une blockchain ou qu'une technologie de traçabilité. Mais le cœur du réacteur, c'est ça. Alors on a beaucoup parlé du RJC et à nouveau, moi je ne suis pas là pour polariser. Donc il y a plein de points d'amélioration RJC, c'est clair. Mais ce devoir de vigilance, il doit s'appuyer sur des initiatives sectorielles. Des initiatives sectorielles ambitieuses qui s'améliorent, mais qui nous permettent de mener correctement ce devoir de vigilance. On va s'arrêter dans 2 minutes parce qu'on a déjà dépassé le temps imparti. Je pense qu'on pourrait passer encore 2 heures, 3 heures. Peut-être qu'on va refaire ça l'année prochaine sur un sujet plus spécifique. Peut-être en conclusion, j'aimerais demander à nos 5 orateurs de nous résumer en 30 secondes, finalement, c'est quoi les 3 éléments clés pour vous pour pouvoir faire progresser l'or durable des mines artisanales et que dans 10 ans, on puisse dire on a fait un saut quantitatif majeur dans ce domaine. Allez, vous avez le micro, Marc. Ok, alors je commence. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut s'engager. Il faut s'engager à différents niveaux. C'est une responsabilité partagée pour les différents acteurs de la chaîne, pour les standards, pour les États producteurs, les États importateurs. Donc je pense que tout le monde a son rôle à jouer. Et je pense que ces initiatives-là sont comme que ce soit la Swiss Better Gold Initiative, que ce soit PX Impact, que ce soit Fairtrade, Fairmine, elles sont toutes extrêmement importantes. Après, il ne faut pas oublier d'avoir une vue d'ensemble et que, notamment au niveau suisse, parce que la Suisse importe chaque année en 2200 et 2400 tonnes d'or, c'est 60 à 90 milliards d'or qui arrivent chaque année en Suisse. Les 2/3 ressortent et parmi l'or qui ressort, on sait que la majorité part aussi sur le marché asiatique et que là, personne ne demande à avoir une traçabilité. Donc il y a là un gros problème et je pense qu'il faut aussi avoir la vue d'ensemble au niveau des personnes qui utilisent cet or, parce qu'on parlait avant de grands acteurs comme la ZKB ou d'autres banques. Et c'est aussi le problème là où on présente dans des rapports annuels ou sur le site internet on prend un peu d'or artisanal, on fait une immense pub et derrière on a un ETF avec de l'or dont on ne sait même pas d'où il vient. Donc je pense que c'est ça aussi, il ne faut pas oublier d'avoir une vue d'ensemble et que si on veut vraiment avoir un impact sur l'or artisanal, il faut évidemment s'engager directement avec des approvisionnements directs avec ce type d'initiative. Mais il faut aussi faire très attention où on s'approvisionne pour l'ensemble de l'or qu'on prend. Léo ? Merci, c'est déjà très complet. Je vais répéter pas mal de choses, mais brièvement alors. Je pense vraiment très rapidement. Voilà. Et avoir cette vision d'ensemble, c'est éviter la polarisation, c'est éviter la simplification et l'opposition des sources. Il y a besoin d'une collaboration. Et puis, en effet, au-delà d'initiatives qui peuvent être parfois ponctuelles, à nouveau, le cœur du réacteur, c'est le devoir de vigilance et c'est comment est-ce que tous ensemble on arrive à l'appliquer. Antoine ? Je crois que le mot-clé, c'est transparence. Et c'est vrai que le public, en général, demande plus de transparence. Et l'industrie, les affinants sont tout à fait conscients. Et nous allons trouver rapidement une solution pour accroître cette transparence au niveau des affineurs. Merci. Frédéric ? Oui, alors marteler de fait la traçabilité, la transparence comme étant un must-have absolu, et puis insister pour ceux qui veulent aller un pas plus loin, marteler sur le fait que l'or artisanal, c'est la solution du pas plus loin, c'est là où l'impact est le plus important, et qu'il faut le dire, le rendre public et insister sur ce fait. Et finalement, Diana. Merci. Alors, je vais confirmer l'engagement, je vais confirmer la transparence. Dans l'idéal, ce serait bien de venir un jour dans ce même événement et plutôt que de parler du risque que représente l'artisanal, de parler des opportunités et le risque de se désengager. Parce que ces producteurs, aujourd'hui, ils vont continuer à produire. Ils n'ont pas de plan B. Ils vont produire. Donc c'est à nous d'aller vers eux et d'améliorer ces conditions-là. Parce qu'il va venir sur le marché, ce or-là. Donc le risque, il est de les abandonner, de leur tourner le dos. C'est 20% de l'or mondial. Est-ce qu'on a le droit de tourner le dos ? Peut-être pas. Merci beaucoup à vous tous, merci au public et je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine.